Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Le Galetas, dédié encore et toujours à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Bonjour Anna. Bonjour Vincent. Même pas tu me laisses t'introduire en fait. Maintenant c'est direct bonjour Anna. Tout à fait. Très bien. Et nous allons donc continuer avec la partie 2 des 10 erreurs qui vous feront perdre de l'argent lors d'une vente immobilière. Nous avons fait les 5 premiers points dans le précédent épisode, donc si vous ne l'avez pas écouté, arrêtez tout ce que vous faites et allez le faire. Sinon, on va continuer. Donc le point 6, quel est le point 6, Vincent ? Eh bien, selon moi, la prochaine erreur qu'un propriétaire pourrait commettre, c'est de laisser son bien en vente trop longtemps. Ah, la blague. Et comment il fait pour le vendre vite ? Écoute, tu vas me dire que je radote, mais pour vendre vite, il faut déterminer un ensemble de facteurs. Ah, c'est le point estimation. C'est juste, c'est juste. Je vois que toi aussi, tu retiens des choses pendant ces émissions. Ah bah, à force. Parce que je les enregistre, mais je les édite derrière. Donc, je réécoute tout au moins une fois. T'en as de la chance. Donc oui, l'estimation correcte va permettre de faire en sorte que la vente se passe dans les meilleures conditions possibles. Et il est d'ailleurs fréquent de pouvoir vendre au prix affiché à partir du moment où l'estimation est correcte. Je pense que je vais être incroyablement brillante parce que je vais répondre moi-même à la question. Et pour faire en sorte que son bien se vende rapidement, il faut appliquer tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent et dans ce qu'on va enregistrer là maintenant, c'est correct ? C'est tout à fait correct. Tu as absolument raison. Je te remercie de résumer ça comme ça. D'accord. Après, est-ce qu'il y a quand même un conseil supplémentaire par rapport à ça, par rapport au temps, ou c'est juste un ensemble de facteurs qui vont faire que le bien va partir vite ou... À la limite, il est tout à fait logique d'essayer de vendre au prix de marché le plus élevé possible. Donc si le prix de marché se trouve dans une fourchette entre, j'invente, 1,4 million et 1,5 million, et que l'on essaye de vendre à 1,5 million et que pendant 4-5 mois, ça ne donne rien, il n'y a pas un seul visiteur qui soumet ne fût-ce qu'une offre, même plus basse, et bien là, il va falloir réviser la tactique, parce que, et ça peut arriver, comme tu le disais, l'estimation n'est pas une science exacte, donc ça se peut que on se soit trompé et que le prix affiché est totalement incorrect et ne correspond pas du tout à ce que le marché est prêt à mettre pour cet objet-là à ce moment-là. À ce moment-là, il faut tout refaire en fait. D'accord. Du coup, j'ai quand même une question. Oui. 5 mois, c'est trop long pour une vente ? Mettre un bien en ligne ? C'est quoi la barre à ne pas passer ou à essayer de ne pas passer ? Ça dépend énormément du type d'objet. Oui, si c'est un chalet au fin fond du Valais, ça prendra plus de temps qu'un appartement de 3 pièces à Lausanne. Exact. Exact. Donc ça dépend vraiment de l'objet. Maintenant, pour prendre un exemple d'un appartement de 3 pièces à Lausanne, s'il reste plus de 5 ou 6 semaines sur le marché, il y a quelque chose qui ne joue pas. Waouh. Ah oui, tout à fait. Maintenant, alors Lausanne, Genève, ce sont vraiment des zones très tendues où la demande est énorme, mais si tu viens un petit peu dans l'arrière-pays, par exemple, District de Morges, Pied du Jura, ce genre de choses, une villa individuelle qui est correcte, estimée au prix juste, eh bien, elle devrait se vendre en 2 à 3 mois. D'accord. Quelle est donc la prochaine erreur ? La prochaine erreur, toujours selon moi, ce serait de ne pas faire appel à un professionnel de l'immobilier. Ah ah. Oui, alors il n'y a pas de secret, je suis courtier en immobilier, donc forcément je vais prêcher pour ma chapelle, mais alors il faut relativiser, chaque point doit être relativisé. Si le propriétaire est un expert de la communication, un expert du marketing. Qu'il a le temps et qu'il a l'envie aussi. Qu'il a le temps et l'envie, absolument, et qu'il veut vraiment se donner des moyens, qu'il est absolument détaché de son bien, qu'il n'a aucune attache émotionnelle. Alors oui, qu'il vende, mais par lui-même, c'est sûr. Maintenant, rien que le fait de faire une estimation juste avec un point de vue extérieur, de pouvoir mettre l'objet en relation avec des acheteurs potentiels de façon totalement neutre et de pouvoir mettre des acheteurs en concurrence les uns avec les autres pour défendre les intérêts du propriétaire-vendeur, rien que ces 3 éléments-là font que faire appel à un courtier professionnel est rentable ou doit être rentable. D'accord. Quand je dis doit être rentable, le courtier doit faire rapporter au propriétaire plus que le montant de sa commission. Oui.
C'est quand même c'est le but, j'imagine. Mais tout à fait, tout à fait. Mais je dirais même que c'est quelque chose de très important. Et il faut que le courtier puisse démontrer au propriétaire, avant d'entrer en matière, que son travail va lui permettre de rapporter plus que le montant que va coûter la commission, c'est sûr. Ok. Quelle serait donc la prochaine erreur ? La prochaine erreur, et ça contredit un petit peu ce que je viens de dire dans le point qui vient avant, ce serait de faire appel à un courtier incompétent. Donc de faire appel à une personne qui n'a pas les compétences nécessaires au niveau communication, rédactionnel, travail, gestion administrative, savoir-faire et connaissance de la zone. Et un courtier de pacotille, je veux dire. Ça arrive malheureusement, ou alors des systèmes qui promettent monts et merveilles pour 2 francs 6 sous. Non, la qualité a un prix. Comment dire, le vrai courtier va savoir défendre sa commission et va vraiment apporter une plus-value qui justifie complètement l'utilisation de ses services. Malheureusement, le métier de courtier en Suisse n'est absolument pas protégé. Donc n'importe qui peut s'autoproclamer courtier ou courtière. Et donc le propriétaire va devoir faire un travail de sélection, de choix sur base de critères pour pouvoir sélectionner le ou la bonne courtière pour pouvoir représenter ses intérêts. Donc ça, c'est un peu un point qui va avec celui qu'on a vu juste avant, quoi. Oui, absolument. C'est un mélange des deux, on pourrait dire. Je te dirais même qu'il vaut mieux que le propriétaire travaille seul plutôt que de faire appel à un courtier ou une courtière incompétente. Oui, on est toujours mieux seul que mal accompagné, c'est ça ? Quelque chose du genre, oui. Ok, donc on arrive au point numéro 9, enfin l'erreur numéro 9, on va dire. Oui, alors ce serait donner des mandats dans tous les sens pour augmenter ses chances de vendre. Donc il faudrait... En fait, idéalement, il faut trouver le courtier ultime. Donc être sûr qu'il fait bien son boulot, etc. Et de préférence... Alors toi, je sais que tu vas me dire qu'il faut donner le mandat en exclusivité. Mais en tout cas, genre 2 agences maximum, en fait. Si vraiment on veut le donner à 2 agences. Mais, oui, alors si vraiment on veut le donner à 2 agences, maintenant, pourquoi est-ce qu'un propriétaire voudrait le donner à 2 agences ? Un bien immobilier est unique. Il n'en existe pas 2 qui soient le même. Même dans un lotissement de villas qui a été construite il y a 15 ans par le même constructeur et où tous les modèles de villas sont exactement un réplica du même modèle, au final, tu vas te retrouver avec 15 villas différentes parce que les propriétaires ont choisi les finitions eux-mêmes, ils ont choisi du matériel eux-mêmes, ils ont organisé les salles de bain, les cuisines, ce genre de choses de façon différente. On fait des modifications au fil du temps, j'imagine aussi. Absolument. Et puis finalement, même s'il y a 15 villas sur le même lotissement, chacune a une vue légèrement différente, plus ou moins de lumière, une meilleure orientation et ce genre de choses. Ouais. À partir du moment où tu as un objet qui est unique, la rareté crée le prix. Quelque chose qui est rare est plus cher que quelque chose qui se trouve en abondance sur le marché. Si tu présentes quelque chose d'unique de façon multiple par plusieurs agences, ça en retire le caractère unique. Et ça diminue son prix. C'est un effet marketing. C'est vraiment du marketing. Si un objet est rare, il vaut plus cher. Si un objet est proposé de façon très large, il vaut moins, sa valeur est moindre. Deuxièmement, quelque chose qui est hyper important, c'est que pour pouvoir défendre les intérêts du propriétaire-vendeur, il faut pouvoir mettre les acheteurs en concurrence les uns avec les autres. Disons que c'est le setup idéal. Tout à fait. Parce que tu défends toujours les intérêts des propriétaires, mais quand tu as un seul acheteur, donc oui, tu défends toujours les intérêts du vendeur, mais tu as un seul acheteur. Donc c'est pas la même chose que quand on a 2 ou 3 qui veulent acheter le même bien, j'imagine. Voilà. Maintenant, pour être précis, si à un moment donné, il existe 2 acheteurs potentiels pour cet objet-là, à ce moment-là, et que le propriétaire a donné 2 mandats à 2 agences, statistiquement parlant, il y a de fortes chances qu'un acheteur potentiel soit chez une agence et que l'autre soit chez l'autre. Les agences n'ont pas les acheteurs en concurrence les uns avec les autres. Et donc, le concurrent, ça va devenir le propriétaire-vendeur qui va devoir accepter l'offre d'une des 2 agences. Ça fait perdre de l'argent au propriétaire. Tu as un exemple concret ? Enfin, tu pourrais nous donner un exemple Oui, souviens-toi, la maison à Crissier, on n'avait pas d'exclusivité à ce moment-là. Il y avait 2 agences. J'avais plusieurs offres en main. L'autre agence avait une autre offre en main.
Et finalement, alors on ne connaîtra jamais le fin mot de l'histoire, mais l'autre agence a prétendu qu'on avait vendu moins cher que l'offre de son client. Maintenant, je pense que c'était de la poudre aux yeux, mais fondamentalement, tous les acheteurs potentiels n'étaient pas sous le contrôle d'un seul et même courtier, ce qui fait qu'on n'a pas pu valoriser la mise en vente aussi bien que si on avait eu une exclusivité. Oui, alors après, soyons clairs, on ne parle pas du simple au double. C'est-à-dire que si tu as une offre d'un côté, mettons la maison, elle est en vente à 1,1 million, tu peux avoir quelqu'un qui dit moi, elle vaut le prix, elle est bien estimée, je veux bien l'acheter à 1,1 million. Et puis peut-être que tu as une deuxième offre où la personne te dit mais j'aimerais faire une offre, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai déjà une offre au prix. Donc, si vous voulez faire une offre et essayer de remporter, si vraiment vous voulez la maison, il faudrait faire un peu plus. Mais on ne parle pas de faire une offre à 2 millions. Ça serait 1 million 125 ou 110 même, ça arrive. Mais ça fait quand même 10 000 francs de plus. Juste pour clarifier ce point de mise en concurrence, on ne parle pas de rajouter 250 000 francs. On ne parle pas de rajouter 250 000 francs, c'est vrai. Mais si on reprend ton exemple de 25 000 francs de plus, non seulement ça va être plus ou moins le montant de la commission, deuxièmement, je ne sais pas combien d'heures toi tu dois travailler pour gagner 25 000 francs net, mais en tout cas, moi, c'est pas mal d'heures quand même. La blague. Non, bien sûr, c'était juste pour quand même mettre en situation, parce que quand on n'est pas dans l'immobilier, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, alors bien sûr, je ne m'y connais pas autant que toi, mais j'ai quand même des notions. Mais quand on ne connaît pas et qu'on écoute ce podcast, je me dis, mais mon Dieu, mais en concurrence, mais alors, du coup, ça rajoute des sommes pas possibles. Non, on reste quand même correct, on reste dans le prix du marché, on reste dans cette fameuse fourchette que tu disais, on a estimé à 1,50 million la maison. Maintenant, oui, on peut monter jusqu'à 1,1 million, etc. Et s'il y a plusieurs personnes qui désirent le bien, il y en a une qui va pouvoir dire, non, moi, je peux mettre et j'ai envie de mettre 25 ou 50 000 de plus selon le bien, j'en sais rien. Tout à fait. Parce que je le veux absolument et parce que vraiment, voilà, c'est le bien pour moi. Tout à fait. Et la situation que tu décris très bien existe. Elle s'est produite à plusieurs reprises dans notre entreprise et elle ne peut se produire qu'à partir du moment où on a un mandat exclusif. Oui, sinon c'est pas possible. C'est ça. D'accord. Maintenant, on prend des mandats non exclusifs pour différentes bonnes raisons, mais il faut que le propriétaire, et je trouve que c'est juste de lui expliquer le risque qu'il prend en ne donnant pas une exclusivité, de 1. De 2, il se peut qu'un propriétaire trouve 2 courtiers ou 2 courtières absolument charmants et totalement compétents et n'arrive pas à faire la distinction entre l'un et l'autre. Et dans ce cas-là, oui, c'est tout à fait acceptable de donner 2 mandats. Mais fondamentalement, le propriétaire devrait continuer son travail de recherche d'un courtier ou d'une courtière compétent jusqu'à ce qu'il soit désireux de donner un mandat exclusif, ne fût-ce que pour une période déterminée et limitée, à une personne bien précise. Oui, c'est un peu OK. C'est un gage de confiance aussi, c'est-à-dire, parce qu'en fait, si on donne 6 mandats, ça veut dire qu'on n'a pas confiance au fait que l'agence ou le courtier A, B, C, D, etc. Arrive à vendre. On va se dire, non, lui, il n'y arrive pas, donc je vais donner un autre et je vais donner un autre, plutôt que de passer du temps à vraiment trouver quelqu'un en qui on se dit, lui ou elle, bien sûr, j'ai confiance, allez-y, plein pot. Mais comme tu le dis, pendant peut-être 3 mois ou 2 mois, enfin, ce qu'on estime être correct pour la vente. Mais tout à fait. Maintenant, tu prenais un exemple, donner 6 mandats, je l'ai déjà vu, c'est catastrophique. Prends le point de vue de l'acheteur potentiel. Il fait des recherches, il recherche un certain type de bien, à un certain endroit, à un certain budget. Il voit cette annonce 6 fois chez 6 agences différentes. C'est dur à dire. 6 agences différentes. C'est vrai, c'est dur à dire. Et quelle est la confiance que cela va créer chez cette personne? Oui, puis j'imagine que des fois, ils mettent des informations qui ne sont pas les mêmes. C'est chaque fois la catastrophe. Tu as une agence qui va rajouter 2 places de parc gratuites, tu en as une qui va mettre que la cave est offerte, enfin des trucs qui n'ont vraiment aucun sens et qui font... Qui ne vont pas calculer les mètres carrés de la même manière, ou les pièces. Ah oui. Parce que selon les agences, ils ne calculent pas pareil parce que certains viennent
de Genève ou autre, et puis du coup, ils ne calculent pas de la même manière, etc. Voilà, les Genevois calculent systématiquement une pièce pour la cuisine. Donc un appartement de 2 pièces à Genève, c'est un studio à Lausanne. Et rien que là, on a des différences énormes. Et au niveau des annonces, c'est toujours une catastrophe. Et pour finir, le propriétaire vend moins cher que ce qu'il aurait pu vendre parce que le bien n'est pas correctement représenté. Et ses intérêts ne sont pas du tout bien défendus. Ok. C'est quoi le dernier point alors ? Le dernier point, c'est de ne pas vendre aux bonnes personnes. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire. Alors, quand on demande aux propriétaires quels sont les acheteurs idéaux, pour eux, ce sont généralement des gens sympathiques. Et qui aiment leur maison. Bien entendu. Ou leur appartement. Voilà. D'un autre côté, moi, en tant que courtier en immobilier, je te dirais que les bons acheteurs, ce sont des gens qui disposent des fonds propres et des revenus pour pouvoir acheter cet objet-là à ce moment-là. Et qui sont désireux d'acheter. Mais bien entendu. Non, parce que ça arrive, quelqu'un fait une offre et puis il se rétracte, etc. etc. Il faut vraiment quelqu'un qui va aller jusqu'au bout du projet, quoi. Oui, absolument. Mais le critère le plus important pour sélectionner un acheteur, c'est qu'il ait les fonds propres nécessaires et les revenus nécessaires pour pouvoir financer son achat. Oui, parce que tu peux faire une offre, mais si derrière tu peux pas acheter, ça sert pas à grand-chose. C'est clair. Et tu as des acheteurs potentiels qui, font beaucoup de visites et espèrent que leur offre 250 000 francs moins cher que le prix affiché sera acceptée, non pas parce qu'ils pensent que ça vaut 250 000 francs de moins, mais parce que leur budget ne leur permet pas de faire une offre au prix affiché. Et ça, c'est une erreur de faire visiter la maison ou l'appartement à ces gens-là. Et il faut vérifier avant une visite et oser demander aux gens de combien de fonds propres disposez-vous et quels sont vos revenus. Oui. L'acheteur qui est mûr, qui est vraiment prêt à acheter, qui a vraiment déjà fait beaucoup de visites. Qui a avancé dans ses démarches, en fait. Qui a vraiment avancé dans ses démarches, qui a déjà un accord de principe de sa banque, quand tu lui demandes quelle est la quantité de fonds propres dont vous disposez, il te répond, mais du tac au tac, 326 624 francs. Et là, tu sais que tu as vraiment un acheteur qui est mûr. Il faut lui faire visiter tout de suite, parce que cette personne va acheter quelque chose dans la semaine ou les 15 jours qui viennent. Mais si par contre, tu demandes à la personne de combien de fonds propres disposez-vous, et il te répond, on peut visiter quand même. Et puis, le prix est négociable. C'est pas la peine. Ces gens-là ne sont pas encore prêts. Tu leur envoies la plaquette pour leur faire plaisir, mais fondamentalement, ça ne sert à rien de faire une visite. Mais par contre, 1 an plus tard, on va les retrouver, et ils sont toujours à la recherche, et puis là, ils sont vraiment mûrs, et tu leur demandes d'un nouveau, de combien de fonds propres disposez-vous ? Et là, ils disent 254 627 francs. Ils sont prêts. Là, tu peux leur faire visiter. D'accord. Je pense qu'on a couvert tous les points. En tout cas, tous les points que l'on voulait couvrir. Il peut exister des centaines d'erreurs que l'on peut commettre. Ça, ce sont les principales, j'imagine. Ce sont vraiment les principales. Ce sont les erreurs qui vont faire perdre de l'argent, qui vont diminuer la valeur du bien, qui vont faire perdre du temps, donc de l'argent, aux propriétaires vendeurs. Et donc, on peut les tourner de façon positive pour voir quels sont les points qui doivent être mis en place pour pouvoir réussir une vente correctement. Je pense que tu as encore quelque chose que tu voulais rajouter. Non, juste préciser à nos auditeurs que ces 2 épisodes de podcast sont basés sur un guide que l'on a compilé pour justement retrouver tous ces points, si ça les intéresse. C'est le guide « Les 10 erreurs fatales à ne pas commettre lors de la vente d'un bien immobilier ». Je mettrai le lien pour le télécharger dans la description du podcast. Comme ça, si jamais vous voulez tranquillement lire, reprendre tous ces points, les avoir sous la main, peut-être certains nous écoutent et ont un projet de vente, on va dire à long terme, ça permettra d'avoir ces informations sous le coude. Merci beaucoup. C'est tout pour cet épisode. Petite note aussi, très discrètement, si vous aimez bien notre émission, laissez une petite note. Comme d'habitude, on fait ça sur notre temps libre, donc ça nous encourage et ça nous donne envie de continuer. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.